Yes les amis, le 279e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici on parle vélo, ici on parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le fameux podcast des passionnés pour les passionnés. Dans l'épisode précédent, avec la Tib, on a reçu Andrea Missud. Andrea Missud, coureur de Nice Métropole, blessé actuellement. On est revenu sur son très gros début de saison, avec notamment une 5e place sur la 2e étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, une 8e place également sur l'étape reine de l'Étoile de Bessèges. On a parlé également de la transition d'Andrea sous ses nouvelles couleurs maltaises. Il a disputé ses premiers championnats du monde. On a parlé de plein de choses. On a parlé des protocoles de récupération, pourquoi les coureurs reviennent plus vite, plus rapidement de blessures et plus en forme. On a parlé de plein de choses avec Andrea. Donc épisode que vous retrouvez dans l'épisode précédent, l'épisode 278, disponible sur Deezer, Apple Podcast, Spotify et également sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Et Andrea est resté avec nous. Andrea Missud de Nice Métropole est resté avec nous et avec la Tib pour la grande preview de la Flèche Wallonne 2025. Donc vous allez également avoir les pronostics et le scénario d'Andrea pour cette Flèche Wallonne 2025. Toujours intéressant d'avoir l'avis d'un coureur professionnel. Et donc on y va pour la preview de cette Flèche Wallonne 2025. Et Thibaut, je te laisse la main pour le parcours. Ouais, de toute façon, la Flèche Wallonne, en général, tu zigzags entre le chemin des Gueuses depuis quelques années et la côte de Chérave. Et là, oui, par rapport à 2023, on récupère la côte de Chérave qui est outrement plus compliquée que le chemin des Gueuses et qui est aussi plus proche de l'arrivée. Donc ça favorise peut-être un peu plus les attaques, comme on avait vu par exemple un Charman, en plus un Charman qui se fait récupérer vraiment dans les derniers hectomètres. On avait Maury Van Sevenant qui avait essayé de profiter aussi un peu de ses difficultés, mais qui malheureusement avait fait un tout droit dans le fossé. Et pour le coup, lui, il était vraiment parti pour essayer de faire la nique au peloton. Donc on a des petites circonstances qui font que est-ce que cette année on n'aurait pas un scénario qui échapperait au scénario traditionnel avec un peloton groupé au pied de la dernière ascension du mur de Huy, parce que techniquement la Flèche Wallonne depuis une trentaine d'années, depuis Astar-Losail il me semble, ça se finit intrinsèquement toujours par une course de côte. Il y a un élément très important, Thibaut, aussi, qui va mettre de l'eau à ton moulin, c'est la météo. C'est la météo, comme l'année dernière. L'année dernière, on a eu de la pluie, on a eu une course qui était totalement décousue, et là, cette année, on devrait aussi avoir de la pluie. Honnêtement, j'ai vu les prévisions via le biais des autres, j'ai pas regardé moi de mon côté, j'ai pas eu le temps, je suis un peu pris au dépourvu, je savais pas qu'on faisait la Flèche Wallonne. Donc mais de toute façon dans tous les cas, moi j'ai déjà mon idée sur le scénario et comment va se passer cette Flèche Wallonne. Alors, on a pu aussi lire dans les comment ça s'appelle à chaque fois je retiens pas le nom, le journal flamand où il y a toutes les interviews. Exactement. Visiblement, avec la pluie, apparemment l'état des routes est absolument dégueulasse. Voilà, et avec la pluie, ça pourrait être aussi un vrai problème. T'as déjà couru toi, Andrea, dans ces endroits-là ? J'ai fait le Tour de Wallonie il y a 2 ans et je connais pas super bien, mais j'ai un peu roulé sur ces routes, ouais. Notamment sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. On avait fait une étape où c'était un mini Liège-Bastogne-Liège, quoi. C'était quasiment le final de Liège, donc je connais un tout petit peu. Et il pleuvait ou il faisait beau ? Non, il faisait beau, c'était au mois de juillet. Mais disons que les routes wallonnes avec ces grandes plaques de béton là et ces rainures, c'est un peu space, c'est particulier. Hein. Faut être très vigilant. Hein. Donc en plus si c'est sous la pluie et donc visibilité réduite, et s'il y a c'est une bonne pluie en plus. Si c'est un peu dégueulasse. Ah oui, non, ça peut. C'est une bonne pluie. Ça peut être un peu quasi. Parce qu'il prévoit quand même entre 0,8 et 1,6 mm suivant les horaires, donc ça va quand même être pas mal. J'apprécie.
Ah oui. Donc ça va être un joli game. Alors niveau stratégie sur la course, tiens, on va juste aller faire un petit tour du côté des électrons libres, chers à nos amis de Side Limit, parce que des fois il faut chercher à savoir qui sera l'électron libre pour marquer des points sur Side Limit. Des fois on met Andrea, je t'avais mis sur les derniers championnats du monde d'ailleurs. Là c'est pour ça que je regardais, je guettais que tu prennes l'échappée matinale. Bon Thibaut, au niveau de l'échappée est-ce que avec ce temps-là, l'échappée matinale, elle peut pas avoir un coup à jouer, pas pour faire de la publicité, mais peut-être pour prendre un coup d'avance? Moi, je suis pas sûr quand même. Ouais. T'allais dire, Andrea? Possible, hein. Ouais, peut-être pour anticiper, s'il fait pas beau et que la course part de loin ou que, je sais pas, il y a une chute ou un coup de bordure, que le peloton se scinde ou quoi, ça peut être intéressant d'avoir un coureur devant ou que ce soit un pion pour une équipe ou même un coureur, peut-être pas un leader, mais un second couteau solide en vue d'emmener le leader dans le final. Ça peut être sympa. Thibaut, t'allais dire? Non, moi j'ai déjà mon nom. Hein. Pour partir dans l'échappée matinale? Bah oui. Vas-y, dis. Même si, ils se sont tirés la bourre. Celui qui est pas dans l'échappée en premier, sa mère c'est une pute. Victor Vercouilly. Ouais, oui. Victor Vercouilly. Le Flanders, ouais. Visiblement, Verstrofer a perdu le lieu du côté de Paris-Roubaix, mais Victor Vercouilly, c'est quasiment sûr. Il est sur ses terres, le mec va toujours à l'avant. C'est l'eau, ça brûle, le feu, ça mouille, et puis Victor Vercouilly n'est pas en échappée. Ouais. Bon, j'ai rajouté Cériel Dessalles aussi dans l'histoire. De toute façon, Wagner-Bazin, ils vont vouloir en mettre devant. Hein. C'est évident, c'est dans l'ADN de l'équipe. Donc, Dessalles, ça paraît être le mieux équipé pour partir à l'avant. Alors, il y en a un, Thibaut, qui a annoncé quasiment la stratégie. C'est Remco Evenepoel. C'est Remco Evenepoel, mais honnêtement, en vrai, son équipe, ça fait des années. On n'est plus sur le gros Wolfpack d'antan, mais c'est une équipe qui a toujours dynamité la Flèche Wallonne. Et là, Remco sait que peut-être face à un peloton, ce sera trop compliqué. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est dynamiter un peu cet enchaînement RF et Chérave, et c'est un terrain qui est parfait pour qu'il lance une attaque. C'est un temps qui est aussi parfait pour qu'il le fasse. Et puis au pire des cas, il est quoi? Il est accompagné par Tadej Pogačar. Est-ce que dans l'état actuel, il a peur de Tadej Pogačar? C'est l'un des seuls coureurs de ce peloton qui n'est pas résigné dès le départ et qui n'a qu'une envie, c'est de faire la nique aux Slovènes. Donc avec en plus ce qu'on a vu sur l'Amstel Gold Race, les courbes de forme semblent se croiser entre Remco et Pogačar. Je vois absolument pas pourquoi il annonce et il ne le ferait pas. Malgré Andrea, malgré le fait que Remco ait fini 3e sur l'Amstel, donc derrière Tadej, est-ce que tu penses que il y a aussi clairement un combat psychologique qui est en train de se jouer un petit peu entre les deux, et ça peut aussi influer un petit peu sur le final et sur le scénario de la course? Oui, bien sûr, ça peut influer sur le final. Après, sur le papier, moi je vois quand même une arrivée groupée au pied du mur de oui. Hein. Honnêtement, même si c'est dur avant, est-ce que ça sera assez dur pour faire des gros écarts? Je sais pas. Moi, j'ai mon favori et j'espère qu'il fera une belle Flèche Wallonne. Après, c'est vrai que par rapport, ce qui a changé l'année dernière, c'est qu'on a eu une arrivée groupée, mais on a une arrivée groupée avec un peloton qui était plus réduit que les années précédentes du fait de la pluie. Est-ce que cette année, si on a une arrivée groupée, on aura un peloton de 40 personnes? Je suis pas sûr. On va avoir 25 mecs. Mais bon, ce sera 25 costauds. Oui. Après, moi, il y a un truc que j'ai un peu de mal à définir dans la stratégie de la Soudal, c'est est-ce que, alors Remco a dit qu'ils allaient durcir la course. Est-ce qu'il veut durcir un petit peu pour, entre guillemets,
pousser un peu Remco à la faute ou le pousser un peu à faire n'importe quoi, parce que globalement l'Amstel il saute sur Alaphilippe, il saute sur Julien. Je pense qu'il a surévalué sur le moment le niveau de Julien. D'ailleurs, c'était très très drôle l'interview de Julien où il explique qu'en fait il a attaqué pour anticiper l'attaque de Tadej et qu'Tadej a répondu en s'anticipant lui-même. Donc ça c'était assez marrant. Mais est-ce qu'ils veulent durcir pour un peu foutre le bordel chez les UAE et casser un peu le rythme des UAE ou est-ce que c'est pas pour fatiguer Thibaut Nice, parce que à mon avis les deux en fait le craignent en fait. Qu'est-ce que t'en penses toi, Andrea? Je pense que oui, ça peut être une stratégie qui peut s'avérer payante. Après dynamiter, je sais pas si, sur le papier, je sais pas si c'est plus dur que l'Amstel. Je pense pas que ça soit plus dur que l'Amstel. Je sais pas exactement le dénivelé, mais je reste quand même sur une arrivée groupée. Alors peut-être pas 40 mecs, mais peut-être 20, 25 mecs au pied du mur de 8. Et moi, je vois bien un coureur tirer les marrons du feu. C'est Lenny Martinez. Ah non, mais tu spoil mon prono, Andrea. Ah non, désolé. Tu spoil mon prono, c'est pas bien, Andrea. Désolé. Non, mais au moins c'est bien, ça me conforte sur l'histoire. Mais bon, parce que sur Paris-Nice, c'est peut-être pas un mur de 8, mais je veux dire sur une arrivée explosive comme ça, sous la pluie, il redescend de son stage en altitude. Alors, tout le focus et toute la pression sont concentrés sur Tadej, Remco et autres. Et je pense qu'ils vont se renifler un peu le cul. Je verrais bien un Lenny, comme je dis, tirer les marrons du feu. En plus, j'ai roulé avec lui, petite info que je glisse. J'ai roulé avec lui quand même très souvent, et là cet hiver encore plus, avant qu'il parte habiter sur Andorre, parce qu'il était à Montauroux à côté de chez moi. Et cet hiver, il a bossé énormément son explosivité et son sprint, parce que Bahreïn, en fait, il voulait le faire parfait et progresser là sur les Ardennaises. Donc je pense que ça sera un premier test demain pour lui, et ça sera quand même très intéressant à regarder, même s'il a déjà gagné sur Paris-Nice sur une arrivée quand même explosive. Je pense que demain, à voir comment il a digéré son stage d'altitude, parce que c'est toujours pareil, quand on redescend de suite, c'est soit on a la poignée, soit on est un peu fatigué. Donc c'est à double tranchant, mais moi je verrais bien Lenny, pour moi, il colle complètement. Profil rapport poids-puissance. J'en parle souvent. Porito, Joachim Rodriguez, qu'on a vu très souvent. Il l'a gagné d'ailleurs la Flèche Wallonne, mais on le voyait rarement en dehors du top 3. Enfin, c'est complètement ces énormes pourcentages. On a vu comment il a décollé sur l'étape de Paris-Nice dont tu parlais. Enfin, c'est complètement ce petit poids, petit gabarit. C'est complètement taillé pour lui. Et en plus, alors après, c'est peut-être aussi anecdotique, mais on lui donne le dossard numéro 1. Enfin voilà, on n'a pas du côté de la Bahreïn un ordre alphabétique, donc alors qu'on a Bilbao et Buitrago qui pourraient aussi éventuellement cocher les cases. Donc on voit on l'annonce en leader, et oui, à la vue de ce qu'il a fait sur Paris-Nice, je suis complètement raccord avec ce prono. Toi, Thibaut? D'autant plus qu'il aime la pluie. Enfin, tu te souviens l'année dernière, c'était quoi? C'était à Grand Camino, dernière étape, derrière Vingegaard, il lui a quand même mis de sacrés bâtons dans les roues. C'est pas un coureur qui se débrouille pas mal sous la pluie. Eh oui, c'est pour ça que c'est intéressant demain. Alors attention, parce que j'avais entendu une interview de son père. Alors, c'était pas sur une journée de pluie, mais il disait qu'après 3 jours de froid, il avait un petit peu, comme il est petit gabarit, il avait un petit peu de mal à récupérer. Au niveau de la récup, d'ailleurs, ce qu'on a vu un petit peu sur Paris-Nice, il y a eu du mauvais temps plusieurs jours de suite. C'est ce que son père avait expliqué dans une interview. Mais enfin bon, là, ça sera pas le cas demain, vu que c'est une classique d'un jour, donc il y aura pas de problème de récupération. Mais ouais, moi je pense que
à la pédale, je pense que Lenny, on est complètement capable. Après, il y aura toujours bien évidemment la guerre de placement, mais c'est un mec aussi qui a droit sur le vélo, donc frotter, il sait faire. Donc, de toute façon, il a annoncé leader du côté du site. Du côté du site de la Bahreïn, ils ont fait une petite preview. Il a lancé leader avec quand même des supports et enfin un trio de grimpeurs punchers avec Bilbao, Buitrago et Zambanini, mais la carte privilégiée c'est Lenny, quoi. Tu vois qui, toi, Thibaut, là, puisqu'on est dans les pronostics, là, on y est, là. Toi, tu non, je suis d'accord. Je suis d'accord sur la place de Lenny Martinez. Après le voir gagner, honnêtement, moi, je suis sur mon, je suis vissé sur mon scénario. Je pense que on va échapper à une arrivée groupée avec un homme qui s'impose en solitaire, et qui d'autre que Remco pour le faire, hein. Je suis sur le Remco show. C'est technique quand même un petit peu en bas, la descente de Cherave, non? Ouais, mais je m'en fais pas pour Remco, t'en fais pas. Tu penses franchement que si l'état des routes est dégueulasse, au vu revient de 5 mois de blessure, tu penses vraiment qu'il va prendre tous les risques à 3 mois du Tour de France? Il attaquera dans RF. Je m'en fais pas là-dessus. Après, j'élude pas le cas où en fait il va. Ce qui m'ennuie un peu, c'est Tadej Pogačar, parce que c'est potentiellement le seul coureur qui peut le suivre, et ils peuvent s'échapper à deux. Maintenant, comment se passera la collaboration avec? Mais je pense qu'il peut faire mal à Tadej si les deux sortent ensemble, parce que on le sait, Remco, au niveau de l'aéro, il fait mal. On a beaucoup de plats entre Cherave et le mur de Huy. Ça, on monte et on redescend tout de suite. On descend, t'as très peu de plats. Hein. Ouais. Donc toi, Thibaut, t'es sur la victoire de Remco? Non, moi je suis sur la victoire de Remco en solitaire. D'accord. Je vais rappeler pour ceux qui écoutent le podcast que jouer avec excès comporte des risques, qu'on fait du management de bankroll, qu'on ne fait pas n'importe quoi, que Andrea nous donne des pronostics et non des paris parce qu'il est coureur professionnel. C'est dans tes contrats d'ailleurs, vous avez un truc ou c'est une question souvent que je me pose, comme quoi vous n'avez pas le droit de faire du pari sportif? Je crois que c'est dans notre contrat, mais au-delà de ça, c'est puni par la loi, quoi. Si moi je bien sûr. C'est dans le règlement UCI, et puis de toute façon c'est rappelé sur les courses, donc c'est dans les règlements de course. Oui. Et puis même on a comme avec le team Nice Métropole, donc on est rattaché à la LNC, donc la Ligue nationale de cyclisme, qui gère le monde pro cycliste en France. On a fait une petite réunion à Paris. Tous les coureurs, tous les néo-pros font à la fin de leur première année font cette formation de 2 jours sur Paris, ce qui est d'ailleurs super parce que tu apprends plein de trucs. Tu as plein de sujets qui sont abordés, la gestion du patrimoine, les contrats, etc. Et il y a un volet aussi sur les paris sportifs où on nous dit bien que nous on peut pas parier, quoi. Et sur d'autres sports, vous avez le droit ou pas du tout? Je crois que même sur les autres sports, si je dis pas de conneries, je crois qu'on n'a pas le droit, mais je suis pas sûr. D'accord. C'est, j'ai un petit doute. Parce que sur du vélo, ça paraît cohérent, mais... Ouais, non, sur les autres sports, j'avoue que là, je sais pas trop. Après, si je parie sur du foot, je vois pas... ça pose pas. Par contre, ça m'inspire une petite question. Toi, je pense que je suppose, au vu de ce que tu dis, t'as pas non plus dû être approché, mais on le voit, il y a par exemple un type de pari en cyclisme, c'est le match-up et c'est quel coureur finira devant l'autre. Est-ce que t'as connaissance de coureurs qui se sont vus proposer des sommes d'argent pour finir derrière tel coureur? Ouais, vous êtes pas emmerdé comme les tennisman? Oh putain. Ouais, tu vois, je l'apprends. Je savais même pas qu'on pouvait parier sur ce paramètre-là. Donc, c'est-à-dire que tu paries sur un mec et tu dis ce mec-là va finir devant un autre mec. Exactement. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, je savais même pas. Écoute, alors peut-être, hein, mais bon, moi, pas à ma connaissance. Après, en tout cas. Ouais, en France, c'est spécifique parce que en France, si les deux finissent hors du top 10, c'est remboursé.
Mais par exemple à l'étranger, si Pimpin il abandonne et que l'autre il finit 150e, c'est gagné quoi. Ah oui, deux mecs qui arrivent dans un peloton groupé, c'est ni vu ni connu, hein, ça c'est. Mais ouais, à des petits échelons, on voit des tennisman qui sont corrompus. Donc moi, des fois, je me dis, est-ce que un cycliste peut se voir proposer ça? Ça peut proposer un problème éthique. Hein. C'est clair que si ça avait fait un peu l'actu avec le tennis. C'est sûr qu'il y a dû avoir des coureurs qui ont été approchés. Je pense que le cyclisme, il a pas échappé aussi à ces fraudes au pari, même si ça reste un sport. Je pense que ça va être hyper compliqué de parier sur le cyclisme quand même. C'est pas un match de tennis où t'as un mec contre un autre mec. On va dire que c'est du 50-50 quelque part. Là au vélo, c'est compliqué quand même. Hein. C'est un peu plus facile quand Tadej Pogacar est là, sauf quand ils se débattent à l'Amstel Gold Race. C'est sûr, mais bon, la cote au départ, elle doit être super intéressante, non Non, pas trop. Ça dépend. Mais mais moi j'ai l'impression que le cyclisme est un peu un peu en dehors de ça. J'étais en train de chercher là sur le Tour de France là le russe là qui a arrêté sa carrière là, Thibaut là, j'ai bouffé son nom là, celui qui descendait comme une saucisse. Ah, Zakharine. Ouais. Combien il avait parié sur Ilnour Zakharine. Ouais, il avait parié 100 000 sur la victoire de Marcel Kittel sur une étape. Tu la connais l'histoire, Andrea, non? Ah non, pas du tout. Il a raconté ça il y a quelques mois. Il a Tour de France 2016 en fait. Le soir, il voyait que Marcel Kittel était hyper motivé pour le sprint du lendemain, et donc il a parié, il a mis 100 000 euros. Oh. Et il a perdu. Oh. Voilà. Et il a dit qu'il avait arrêté les paris ce jour-là, quoi. Ouais, du coup, il a arrêté sa carrière après, quoi. Il a arrêté sa carrière pas très longtemps après, ouais. Donc, lui, c'est pas. Donc, moralité, faut pas parier quand on est en activité, quoi. Exactement, ouais. Lui, il s'est pas emmerdé, il s'est pas emmerdé du tout avec il s'est pas du tout emmerdé avec les règlements. Ouais, j'ai l'article, il est super drôle. Un soir, après une étape, nous dînions ensemble, je l'ai vu attaquer sa 3e assiette de pâtes. Il m'a alors dit avec confiance, demain je vais gagner l'étape, j'ai ce sentiment, il me trompe jamais. Allez, 100 000 euros. Quoi. C'est très très bon ça. Donc on revient à notre flèche wallonne. Pour répondre à ta question initiale, il y a 2 km 400 entre le pied, entre le bas de la descente de Chérave et le pied du mur de Huy. Mais honnêtement, il y a quand même beaucoup plus de plats entre RF et Chérave, et je pense que Remco va attaquer dans RF pour essayer de maximiser son temps au pied du mur de Huy, parce que si tu attaques dans Chérave, t'auras quoi? T'auras une vingtaine de secondes. Tout Remco que tu t'appelles, tu peux bûcher. Si les deux ils arrivent ensemble, pour moi, Poggi le tue. C'est Pogacar. Large, je pense. Donc ouais. Après, ça dépend de l'état de fatigue. Tu vois, ça va être une course qui va être usante. Est-ce que Tadej Pogacar se ressent de la fatigue de Paris-Roubaix? Est-ce que c'était une petite journée sans du côté de l'Amstel? On peut aussi se poser la question. Mais si la fatigue devient de plus en plus pesante, Remco peut faire quelque chose en face-to-face avec Tadej Pogacar. On n'élude rien. De toute façon, ce match de la Flèche Wallonne pour Remco Evenepoel, ça va être une sorte de tentative de coup de massue avant Liège-Bastogne-Liège. Parce que Liège-Bastogne-Liège, on sait, ça va être le choc des titans. Alors après, il y a Nicolas Fritsch qui faisait remarquer un truc qui était quand même hyper intéressant dans Bistro Vélo. Sur l'Amstel, sur toutes les phases d'ascension, Pogacar reprenait du temps sur Evenepoel et sur Skelmose. Et Skelmose et Evenepoel revenaient sur le plat parce que Remco, globalement, il faisait 2 km et l'autre, il faisait 200 mètres. Mais sur toutes les parties montantes, Poggi prenait du temps. Donc... Mais après, est-ce que dans les parties montantes, t'es pas plus en gestion? Est-ce que aussi Remco, il voulait pas garder Skelmose avec lui? Ouais.
Bah, il voulait garder Skelmose avec lui. Quand tu passes 80% des relais, tu sais que l'autre intrinsèquement est en dessous de toi, quoi. Donc ton intérêt c'est de le garder pour essayer de récupérer Poggi, et puis après, bon, advienne que pourra. Ouais. En tout cas, il a bien, il a parfaitement calculé son. Il a parfaitement calculé son truc. Toi, Thibaut, tu donnes combien de pourcentage de chance à Pogačar de la gagner, cette flèche? C'est ouvert, hein. Malgré tout, Tadej Pogačar, en fait, c'est l'état de fatigue qui pose question. Et allez, je vais quand même rester mesuré, mais je dirais il a 50%. Ouais, donc ça veut dire que derrière, ça reste ouvert, hein, quand même. Ça veut dire que la cote à 1,50 pour toi n'est absolument pas value. Ah non, pas du tout. Mais la flèche wallonne, c'est potentiellement l'Ardennaise. Bon, grand bien nous en a pris vu qu'il s'est fait prendre à l'Amstel, mais c'est potentiellement celle où il était un peu le plus prenable, parce que ça reste un effort spécifique. Si tu démarres de trop tôt, tu peux te mettre dans le rouge et tu peux vaciller. Si t'es mal placé, tu peux tomber. Donc il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent te faire dire que Tadej Pogačar peut être battu par un meilleur puncher sur cette flèche wallonne, sur ce mur de 8. Plus l'état des routes. La pluie qui va rendre la course extrêmement usante, et ce facteur fatigue. Qui dit fatigue et dit course usante, dit Tadej Pogačar potentiellement encore émoussé à la fin. Parce que pour répondre à Andrea, il y a 3144 mètres de dénivelé positif. Ah oui, il y a quand même 3000 mètres. Je pensais pas qu'il y avait autant. Ouais. Bon. J'ai 3129 par exemple sur PCS, il y a 3144 et j'ai 3129 sur VeloViewer. Bon, et parfait. Donc on a le prono d'Andrea, c'est donc la victoire de Lenny Martinez. Donc toi, Thibaut, tu pars sur la victoire de Remco en sec. Ouais. Mais honnêtement, Lenny Martinez, c'est un très bon nom. C'est un très bon nom pour aller chercher un très beau podium, mine de rien, parce que le mur de 8, ça classe un homme. Et puis de toute façon, un top 10 aussi. Hein. Après, il y en a un qu'on n'a pas évoqué, c'est Julien aussi, hein, parce que. Alors moi, il y a un truc qui me douche sur Julien, c'est mon deuxième pari. Andrea, il aime pas la pluie. Il déteste la pluie. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Mais putain, ça serait sympa de le revoir vraiment aux avant-postes là, et de le revoir victorieux aussi. Ça serait cool, quoi. Comme moi, quand il a attaqué sur l'Amstel, j'ai un peu des frissons devant la télé. Je me suis dit, putain, allez, c'est parti, quoi. Quand on met une belle et qu'il y a que Poggi qui te suit, ça te place un homme. Ouais, tu te dis, là, c'est parti, quoi. Ouais, il a peut-être plus 40 cartouches, mais celle qu'il a, elle est encore belle, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais peut-être que, je sais pas, je pense qu'il sera peut-être un petit sursaut d'orgueil, un peu blessé, parce que ça reste un immense champion, quoi. Je veux dire, il sort avec lui et après il sort de la roue, pas comme un malpropre, mais bon, j'ai lu un article où il disait que c'est lui qui a levé le pied parce que il sentait qu'il était en sur-régime, mais je pense qu'il se voyait pas péter de la roue 10 bornes après, quand même. Hein. L'année dernière, soit il est dépité, soit il sera remonté comme un coucou, je pense. Oui, c'est possible. Tu te souviens du scénario l'année dernière, Vincent? Ouais. On a quand même eu Liek Nessun qui nous a fait un show en solitaire à un moment. Totalement. Ouais. Il va falloir penser aux Vikings, parce que l'année dernière, ils ont été impressionnants sous la pluie. Ouais, c'est vrai, ouais. Après, l'échappée matinale, ça paraît quand même peu probable, hein, mais bon, il y en a un qui me plaît bien, c'est Ludovic Robet. Hein. À lui, avec le temps dégueulasse. Ludo la moto, tu l'adores. Ouais, j'adore. Tu disais un truc, Andrea. Non, il écrase, lui, Robet. Hein. Ah oui, non, moi je suis. Après, il peut être un peu lourd pour les gros pourcentages, hein, mais ça écrase, ouais. Mais il aime bien la flotte. Moi je vais aller un peu. Alors le match-up qui est proposé là, on en parlait tout à l'heure. Vu qu'il pleut et vu que Loulou n'aime pas la pluie, moi mon deuxième prono, donc mon premier prono, c'est la victoire de Lenny Martinez. Donc la cote elle est à 40 quand même, et je couvrirai avec le top 3. La cote elle est à 9.
Ouais. Et le deuxième prono, donc c'est le match-up, c'est Warren Barguil devant Julien Alaphilippe. Puisque Wawa, surtout que Wawa, il adore le mur en plus. Ah ouais, il adore le mur et lui, il adore la flotte par contre. Et la cote de Wawa contre Julien, elle est à 3. Donc voilà, donc Wawa devant Julien, 0,17% de bankroll pour Wawa, pour ceux qui veulent connaître les mises. Et pour Lenny Martinez, ça sera 1,25€ de bankroll sur une bankroll de 10 000 €, donc pour la victoire à 40. Et 0,550 pour le top 3 à 9. Et j'avoue quand même avoir hésité très 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 longtemps sur la victoire de Pogačar. Il adore la pluie, il adore la flotte. En plus, tu penses qu'il a fait un début de fringale ou pas sur l'Amstel, toi, Andrea? Je pense pas quand même. Il mettait quand même beaucoup la main à la poche à la fin. Ça, on sait que généralement, ça sert pas à grand chose. Oui, ça sert pas à grand chose, mais franchement, j'ai du mal à croire que quand on s'appelle Pogačar, on oublie de se ravitailler à un moment donné, hein, quand même. Hein. Je veux dire, tout est calculé. Il a le truc sur la potence, tel kilomètre, il faut qu'il ait consommé ce bidon. La barre comme ci, le gel comme ça. On l'a vu sur Paris-Roubaix. Il a pas hésité à rappeler la voiture pour avoir la bottle finish et tout. Pour les 80 derniers kilomètres, donc il a l'oreillette en plus, donc franchement j'ai un peu du mal à le croire. C'est vrai qu'on vole 2-3 jours après une fringale, Andrea? C'était déjà arrivé, toi? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Après, je sais pas s'il y a vraiment un lien de causalité entre la fringale et les bonnes jambes après, mais ouais, ça m'est déjà arrivé 2-3 jours après la fringale d'avoir la poignée. Ouais. D'accord. Alors déjà que j'aimerais bien avoir le niveau de Tadej Pogačar et ses jambes. J'aimerais encore plus avoir le niveau de Tadej Pogačar quand il est fatigué, mais avoir ce niveau-là avec une fringale. Bon. Oui. Ouais. Oui, c'est sûr. c'est sûr. Ouais. Non, c'est clair. Thibaut, t'as un autre prono à rajouter en plus de la victoire de Remco? Non. Est-ce que t'as vu un petit match-up, un petit truc? Non, le match-up Barguil à 3 face au Loulou sous la pluie tous les jours. Tous les jours. Alors après, moi, il y a un autre nom qui me plaisait énormément sur la flèche. Je vais pas le prendre parce que je peux pas tout prendre, mais je suis sûr que cette flèche, il va la gagner un jour, c'est Pidcock. Faut se rappeler que la première année où il avait terminé 6e, il avait été gêné dans le final. Donc quand tu fais 6 à ta première participation sur la flèche, c'est que tu l'as à un moment donné dans les jambes. Tu vois, c'est que c'est pas une course à la Philippe, faut se rappeler les premières années, deuxième. C'est comme Gaudu là-bas, hein. Ouais, il y a beaucoup de coureurs qu'on aimerait voir gagner telle course, et au final ça fait une belle liste. Et surtout au mur de Huy, hein. Mur de Huy, tu peux même mettre un sacré paquet de vététistes, parce que c'est un effort qui correspond totalement aux vététistes. Je crois que c'était même Cadel Evans qui le concédait il y a quelques années sur l'étape du Tour. Mais là, moi je pense à l'avenir avec Alan Hatterley. Ouais, alors tu le verrais top 10? Cette année, je sais pas, parce que avec la pluie, une course extrêmement exigeante physiquement, tactiquement, je suis pas sûr. Ça peut être un beau nom surprise en top 10, de là y croire. Bon, faut être un peu fou. Moi, je suis un peu fou, je le sais. Mais non. Pour les années à venir, j'observerai peut-être un peu plus. Alors toi, Andrea, on t'a pas vu en VTT, on t'a vu pas mal en gravel ces derniers temps. Le Trobo Léon, c'était à ton programme? Oui, c'était à mon programme. Ah ouais, d'accord, dinguerie quoi. Malheureusement, ça sera compromis. Tu l'as déjà fait? Ouais, je l'ai fait une fois. J'avais un peu un mauvais souvenir. J'avais crevé, j'étais revenu et après j'avais cassé le dérailleur et j'avais plus de vélo en fait. Après ma première crevaison, j'ai pris vélo de galerie, j'ai pété le vélo, la patte de dérailleur, et après j'ai dit c'est cuit quoi. C'est quelque chose. Ouais, je vois, DNF en 2023, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Les championnats du monde de gravel, tu les as fait? Non, je les ai pas fait. J'aurais pu les faire l'an dernier parce que j'étais qualifié.
mais ça tombait le même jour que Paris-Tour. Ah oui. Et du coup, j'étais sur Paris-Tour. Et D'accord. d'ailleurs, Paris-Tour était bien plus gravel que le championnat du monde gravel. Une belle, Sous la pluie, dans les chemins, là, c'était quelque chose. une belle 42e place. Donc donc ça aussi, voilà, c'est aussi le fait de travailler le gravel, ça peut aussi te permettre d'être aussi un peu multicasquette sur ce genre de terrain un peu hybride que t'aimes bien, quoi. Ouais. Carrément, ouais. D'accord. Strade Bianche, j'imagine, voilà, ça serait une course. Ah ouais, ça serait, c'est une de mes courses. C'est la plus rêve, belle. hein. Ah, je sais pas si c'est la plus belle, mais pour moi, c'est la plus belle. c'est quand même, c'est magnifique, hein. Moi, ça m'attire beaucoup, ouais. Voilà, l'arrivée là sur la place là, c'est incroyable. Bon, bah parfait. On rappelle les pronos, Thibaut. Rappelle les tiens, vas-y. Moi, je pars sur du Remco Show. Allez, moi, ça sera la victoire et le top 3 de Lenny Martinez et donc le match-up de Warren Barguil devant Julien Lafilippe. Toi, Andrea, c'est Lenny Martinez en sec. Yes. Un patriote. Bah ouais, non, mais on est sur le même. On est sur le Chauvin même. Et c'est mon copain, donc je dis allez Lenny, quoi. Non, mais c'est bien là quand t'as voilà, je suis. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a donné Lenny Martinez dans le podcast de la RTBF. C'est Cameron Vandenbroek, la femme de Tim Merlier, qui elle aussi a un œil très très avisé. Et rappelez-vous, elle avait déjà donné Paul Magnier sur qui avait failli gagner le Loop. Ouais, Loomloop, le Grand Prix d'ouverture. Donc non, on va massacrer la cote de là, il est à 40, là je suis sûr qu'après la sortie du podcast, il va descendre à 25. Sûr et certain, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Eh ben merci beaucoup, merci pour ce coup tordu, Andrea, merci infiniment pour ce double podcast que tu nous as consacré, ce temps que tu nous as consacré. On va suivre impatiemment ton retour sur le vélo, la suite de tes aventures, parce que l'aventure va continuer, on l'a comprise, avec Nice, avec Malte, peut-être ailleurs et à un autre niveau pour 2026. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Et puis voilà, puis tous les coureurs qu'on reçoit dans le coup tordu, c'est des coureurs qu'on aime bien parce qu'ils dégagent un truc, ils dégagent quelque chose de particulier. Donc voilà, on aura toujours un petit regard et un petit œil. On va toujours te chercher dans le peloton chaque fois qu'on te voit et qu'on voit Nice dans une course à la télé. Bah merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec vous et puis bon bah là je suis en convalescence, mais dès mon retour dans les pelotons, j'hésiterai pas à vous faire un petit retour et puis pourquoi pas refaire un petit podcast avec vous. C'était très sympa. Eh ben écoute, moi ce que je te propose. Alors, il y a déjà une tradition dans le coup tordu, hein, c'est quand un coureur en claque une, il revient dans l'émission. Voilà, donc on avait reçu Quentin Bézat et très rapidement il était revenu vu qu'il avait gagné à Sarja. Et puis bah moi ce que je te propose, pourquoi pas cet hiver, Andrea, on se fait un petit bilan de ta fin de saison et ton retour. Ouais, avec grand plaisir. Eh ben avec grand plaisir alors, c'est vendu. Surtout qu'avant, si jamais tu clôtures ta saison du côté de Paris-Tour. Ah bah tu vas croiser Thibaut. Je viendrais te déposer 2-3 petites bières Tourangelle au bout. Ah, c'est sympa, je te donnerai un maillot ou une casquette ou un truc. Tu viendras au camping-car. Pas de souci. Eh ben au top. Merci encore, merci Andrea. On rappelle tes réseaux sociaux, Andrea Missud, le compte Instagram. Thibaut Chambre, on te retrouve sur Twitter et puis tous les réseaux sociaux du coup tordu. Vous nous retrouvez absolument partout. Allez, ciao les amis, à très vite. Ciao, à bientôt.